Bonjour et bienvenue au premier webinaire de User Garden. Nous allons aborder aujourd'hui l'évaluation de l'expérience utilisateur d'un dispositif médical. Donc pour me présenter brièvement, je suis Julien Aldegéry, cofondateur et co-directeur de UseConcept et de User Garden. Donc chez UseConcept, nous intervenons principalement sur des notions d'expérience utilisateur en santé et notamment sur des problématiques d'ergonomie et d'aptitude d'utilisation des dispositifs médicaux. Nous intervenons sur du dispositif médical, sur de la pharmaceutique, du cosmétique et aussi sur tout type de produits et services qui peuvent rentrer dans le cadre de la santé. Globalement, ce qui va nous caractériser, c'est que nous avons une triple expertise en ergonomie, santé et réglementaire, ce qui fait la pertinence de nos interventions. Nous avons accès à un panel utilisateur qui est assez conséquent et qui nous permet de mener nos études d'évaluation ou de recherche utilisateur. Et surtout, nous avons accès à un plateau technique de plus de 150 mètres carrés, donc le plateau technique de User Garden, qui nous permet de mener nos tests, nos séances de co-création et nos diverses réunions et recherches utilisateurs dans le domaine de la santé. Nous avons 3 grandes étapes d'évaluation d'un dispositif médical au sens large. Donc on ne va pas entrer aujourd'hui dans des détails normatifs, mais juste pour fixer les choses, on va avoir vraiment la première étape d'évaluation formative, donc une ou plusieurs évaluations qui vont porter sur toute la phase de conception du produit, du dispositif médical, quelle que soit sa maturité, que ce soit un prototype basse ou haute fidélité. L'objectif sera de mesurer l'utilisabilité du produit et sa capacité à gérer les risques liés à l'utilisation et proposer des évolutions pour améliorer et réduire ces écarts. Nous allons avoir aussi l'évaluation sommative qui va avoir lieu une fois l'interface utilisateur terminée, donc vraiment la version finale du produit, et on va être plutôt là pour valider que nous gérons bien les risques liés à l'utilisation et que nous pouvons commercialiser le produit. Et c'est là que la notion d'aptitude à l'utilisation prend tout son sens, c'est-à-dire qu'on va évaluer si l'aptitude à l'utilisation de le dispositif est suffisante vis-à-vis des risques d'usage pour mettre en place le produit dans les mains sur le marché et dans les mains des utilisateurs finaux. À la fin de tout ça, on peut avoir une troisième étape d'évaluation post-production qui va permettre et qui va être un devoir du fabricant de suivre l'utilisation du produit une fois sur le marché, parce qu'on ne peut pas tout prévoir en phase de développement et de prototypage et d'évaluation avant commercialisation. Et on va venir évaluer, monitorer l'utilisation du dispositif dans l'environnement d'utilisation naturelle et avoir des données qui sont plus fiables et plus rapprochées de l'utilisation réelle d'un utilisateur final dans son activité de travail. Alors, on va s'échauffer tout doucement avec plusieurs grands commandements d'une évaluation réussie. Alors, il y en a plein, mais c'est ceux qu'on retient dans notre pratique. Le premier, ça sera d'évaluer tous les cycles de vie d'un dispositif médical, de la sortie d'usine jusqu'à la fin de la vie du dispositif. Alors, ça paraît tout bête, mais forcément, on a tendance à évaluer que la partie d'utilisation de l'utilisateur principal. Si on prend l'exemple d'un sérum Phi, tout le monde va vouloir utiliser le fait que la personne prenne ou s'instille le sérum, mais il y a toutes ces phases avant qu'il faut évaluer. Est-ce que le transport se passe bien? Est-ce que le stockage se passe bien? Est-ce que la prescription est bien adaptée? On va vraiment s'intéresser à évaluer de la sortie d'usine jusqu'au fait de jeter le dispositif. Il faut prendre aussi en compte l'ensemble des composants de l'interface utilisateur. Donc si on doit donner une définition qui est plus accessible de l'interface utilisateur, ça serait tous les éléments et composants de l'interface qui permettent de prendre de l'information et d'agir sur le système. Du coup, si on reprend notre exemple du sérum Phi, ça va être le sérum et son design propre du petit flacon. On va voir le packaging, on va voir la notice, on va voir même des leaflets à l'intérieur. Après, sur un dispositif logiciel, on va voir l'écran. Si la tablette est fournie avec, ça sera aussi la tablette. C'est vraiment prendre en compte tous les éléments et ça va aller jusqu'aux éléments de formation, dont le support de formation à prendre en compte dans l'évaluation. On va essayer, il faut intégrer les utilisateurs finaux du dispositif dans la réussite de l'évaluation. Alors ça, c'est assez important parce que vous verrez que d'un point de vue normatif, vous n'êtes pas obligé de mener vos évaluations formatives avec vos utilisateurs finaux, mais ça, c'est quelque chose que nous conseillons grandement. Les résultats que vous allez tirer et les conclusions que vous allez tirer de ce genre d'évaluation peuvent être biaisés. Si par exemple vous faites les évaluations en interne, donc nous on préconise toujours aux fabricants et à nos clients de mener toutes leurs évaluations sur des utilisateurs finaux pour éviter un maximum ces différents biais. On va aussi identifier finement les risques liés à l'utilisation évaluée et garantir la traçabilité pendant toutes les phases d'évaluation. Alors ça, c'est autant important d'un point de vue réussite des évaluations, parce qu'au moins vous avez
un guide de ce que vous avez évalué, des critères que vous allez définir, mais aussi d'un point de vue normatif et relecture de vos dossiers. Parce que forcément, si vous ne tracez pas bien ces éléments-là, vous ne pouvez pas prouver que vous avez bien évalué ces produits-là et ces risques-là. Et ça peut être un peu préjudiciable pour la relecture de vos dossiers. Et enfin, mais après, il peut y avoir plein d'autres de commandements. Il est nécessaire d'identifier les bonnes méthodologies à déployer au bon moment afin de maximiser les bénéfices et mettre en place un processus optimal. Vous allez voir par la suite que forcément, il y a les tests utilisateurs qui sont très connus, mais il n'y a pas que ça, et il y a aussi des limites, et il y a d'autres méthodologies qui peuvent permettre de pallier à ce type de limites. Si on se rapproche un peu de la norme, hein, qui est là c'est le tableau que vous trouverez en annexe dans la 62366-2, il y a beaucoup de méthodologies qui sont listées et qui sont reconnues de la norme. Alors, ça, c'est une liste de méthodologies que vous pouvez utiliser autant en évaluation qu'en recherche, qu'en identification des risques, qu'en post-production, etc. Là, si on se focalise sur tout ce qui est évaluation formative, sommative et post-production, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de méthodologies qui sont possibles. Alors, les définitions que vous allez trouver dans la norme, forcément, il y a des choses qui sont très similaires, il y a des choses que on appelle différemment, mais qui finalement dans la pratique sont similaires à quelques critères près. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment de se focaliser sur 2-3 méthodologies différenciantes, juste pour donner le cadre. On ne va pas non plus détailler toutes les méthodologies possibles, on en aurait pour des jours et des heures, mais on va plutôt voir quelques méthodologies différentes, hein, tout ce qui est FMEA, tout ce qui est audit expert, et tests utilisateurs, et on va voir quelles sont les différences, comment on peut les articuler entre elles dans un processus ou une stratégie commune. Alors, pour tout ce qui est FMEA ou Failure Mode on Effect Analysis, en fait, ce mode d'évaluation, alors qui peut être aussi utilisé lors de l'identification des risques, en fait, c'est juste, on va préparer et animer une séance autour des risques d'usage, des scénarios d'usage et de l'interface utilisateur actuelle du dispositif. Alors, ça peut se faire à n'importe quel moment de la conception de votre produit. Et le but, c'est vraiment de challenger d'une part l'analyse des risques, donc est-ce qu'elle est complète d'un point de vue de mon interface utilisateur et toutes les fonctionnalités que j'ai dans mon produit, et également challenger aussi de l'autre côté l'interface d'un point de vue de ces risques. Et du coup, on va découler tous les scénarios d'usage qu'on est censé réaliser avec le produit vis-à-vis des risques, et on va vraiment regarder est-ce que pour chaque tâche critique, est-ce qu'on a bien identifié le risque? Est-ce qu'on l'a bien défini? Et est-ce que ce qu'on a mis en place est pour nous suffisant pour l'instant contrecarrer ou maîtriser ce risque-là? Donc ça, on peut le faire à tout moment de la vie du produit en évaluation formative, de l'idée jusque la mise sur le marché. Alors nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on la met en place souvent en évaluation formative ou en revue ou en analyse des risques au départ, mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser en suivi post-production pour faire un point d'étape. Après avoir généré beaucoup de data sur la suivi post-prod, vous pouvez faire une FMEA pour conclure est-ce qu'il y a des modifications à faire sur votre produit, est-ce qu'il y a des nouveaux risques, etc. etc. Alors, le recrutement d'utilisateurs n'est pas obligatoire pour mener ce type de séance, tout bêtement. Par contre, ça peut être un plus dans certains cas. Mais après, il faut bien le prévoir, il faut savoir animer la séance. Ça peut être un plus si vous pouvez avoir 1 ou 2, 3 médecins experts qui peuvent être là pour donner du feedback, comment les patients actuellement se comportent comme ça, et donner un peu plus de terrain aux réflexions qui sont menées dans ce type de séance. Donc on a pas mal de bénéfices et de limites sur la pratique de cette méthodologie. Donc déjà elle est rapide et facile à mettre en œuvre, hein. C'est une réunion de travail qu'on va planifier, il faut juste planifier, l'animer, etc. Mais c'est pas infaisable. On permet de couvrir l'ensemble des cycles de vie du produit, donc c'est ce qu'on disait avant. Son gros avantage, c'est qu'on va pouvoir partir du transport jusqu'à la destruction du produit. Comme on n'est pas obligé de simuler les étapes, on peut tout évaluer avec les personnes présentes. Et comme on essaye d'avoir un groupe pluridisciplinaire, forcément on peut avoir des experts de la logistique qui sont là pour évaluer ces cycles de vie, on peut avoir des experts des experts pharma pour le stockage, etc., mais avoir les bonnes personnes pour évaluer les bons cycles de vie.
C'est pas la méthode la plus puissante pour détecter les problèmes d'ergonomie. Là, on est plus pour challenger les risques et voir ce qu'on met en face dans la maîtrise. C'est pas pour prouver des problèmes d'ergo, c'est pas la meilleure, et pour poser des solutions, c'est pas la plus efficiente, on va dire, entre guillemets. Et ça peut être des séances qui peuvent être longues et peu passionnantes, on va pas se mentir, hein, s'afficher une analyse des risques et avoir un prototype au milieu et beaucoup de personnes, c'est pas facile, et au bout de quelques heures, on peut avoir une lassitude des participants, et souvent on est très très efficient sur les premiers cycles de vie, et puis une fois au milieu de la séance, on commence à aller un peu vite sur les risques, et c'est un peu le risque de ce type de séance. Donc en pratique, comment ça se passe? En fait, déjà, on va identifier les bons participants, c'est ce que je vous disais avant. On va essayer de construire une équipe pluridisciplinaire qui va nous permettre, voilà, d'être le plus pertinent possible pendant la séance. Alors ça peut être des product owners, ça peut être des qualités affaires réglementaires, ça peut être des personnes de la R&D, du marketing, de la logistique, etc. Voire des personnes métiers, des médecins, des infirmiers qui peuvent être très pertinents dans certains cas. Et c'était exactement, comme je disais, à cette étape, là où on va discuter avec les personnes, est-ce qu'il y a nécessité ou pas d'intégrer des utilisateurs finaux. On va préparer des supports, forcément, la séance nécessite un minima de préparation, et elle va être animée par un ergonome ou une personne formée. Alors ça, c'est quelque chose d'important que je vais tout de suite expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'être ergonome pour réaliser les méthodologies que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je ne fais pas de la bonne pub pour notre métier, mais à minima, il faut une personne formée aux méthodologies pour être pertinente dans ce genre d'études. Et enfin, voilà, après la séance, on va analyser les résultats et on rédige toujours un rapport de séance et on va actualiser l'analyse des risques. Alors on va assister à chaque fois là-dessus, mais c'est très important, tracer les résultats de vos évaluations, sinon c'est difficile de les mettre en valeur après dans votre dossier final. Alors comment nous, les consultants du concept, finalement, on utilise cette méthode. Donc, comme je vous l'ai un peu dit juste avant, surtout lors de l'évaluation formative, on arrive très tôt en phase de conception, et on va l'utiliser pour challenger les risques, mais aussi commencer à donner des premières pistes de maîtrise de risque très tôt dans la conception ou même avant. Et parfois, ça peut être aussi une méthode qui soit arrive tout seul sur des dispositifs très peu complexes et très peu risqués, ou soit en complément d'une autre méthode, mais plus en amont finalement au niveau process. Et enfin, on l'utilise aussi souvent en post-production, hein, comme je le disais, après 1 ou 2 ans de data de post-production, finalement, ce type de séance est très efficiente pour se mettre autour de la table, pour discuter des résultats, pour décider de est-ce qu'il y a un change control ou pas, est-ce qu'on va faire modifier notre interface utilisateur de manière conséquente ou pas, et est-ce qu'on doit prévoir des évaluations, est-ce qu'on arrive toujours à justifier qu'on maîtrise du risque, est-ce qu'il y a des nouveaux risques qui ont été identifiés, etc., etc. Alors, quel était l'impact de la situation sanitaire? Alors, vous verrez, je mettrai toujours en rapport un peu d'actualité concernant le Covid. En fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'on menait beaucoup ce type de réunions et de réunions participatives en présentiel, parce que forcément, c'est pas facile à animer, c'est pas hyper passionnant, donc on essayait d'être en présentiel, d'animer les choses, de faire bouger un peu les gens, entre guillemets, hein, ce qui est pas toujours facile. Mais ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que forcément, on a dû commencer à faire ce genre de séance à distance, du jour au lendemain, et on s'est un peu heurté à un mur. C'est très difficile de passer en Teams ou en Zoom du jour au lendemain, de projeter l'analyse des risques et finalement de dérouler l'ensemble de la séance. L'animation était très difficile et on a eu quand même, on sentait que les participants étaient un peu désengagés. Donc on a revu complètement l'animation de ce type de séance. Et on a commencé à sonder des logiciels spécifiques pour mener à bien ce type de méthodologie. Par exemple, nous, après c'est un exemple, vous pouvez utiliser plein d'autres choses, hein. Nous, on utilise par exemple le logiciel Calxoon. Et en fait, on a totalement changé notre type de séance. On va plutôt afficher des boards avec une fonction principale de service ou une grande tâche à risque. Et on va permettre à chaque participant de s'exprimer, d'identifier les erreurs d'usage qui sont possibles, les conséquences qui sont possibles, les mitigations qui peuvent mettre en parallèle. Du coup, on est plus dans quelque chose qui est proactif, c'est-à-dire que les personnes vont plus produire que lire et
et participer un peu à la volée. Et du coup, les personnes sont un peu plus impliquées, tout le monde peut participer, tout le monde peut s'exprimer. Et finalement, même en présentiel, maintenant, on ferait comme ça parce que on a bien remarqué que les personnes s'exprimaient beaucoup plus, participaient beaucoup plus. On avait accès à la voix de tout le monde. Et du coup, ça donnait des séances beaucoup plus riches et beaucoup plus digestes aux personnes. Et finalement, on allait plus vite parce que les gens s'expriment. Et puis après, on fait un tour de table. Et puis, on se met d'accord. Et puis, on passe à la suite. Et finalement, c'est beaucoup plus rapide que des fois discuter pendant des heures autour d'une ligne Excel parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision ou parce qu'on ne se comprend pas. Et du coup, ça a été très bénéfique finalement de revoir notre méthodologie. Et le deuxième effet bénéfique, c'est que du coup, comme support numérique, on récupère automatiquement tous les résultats et productions des participants et on a moins de boulot, nous, derrière, pour écrire le livrable. Ce qui est assez bénéfique également. Alors, si on attaque une autre méthodologie qui serait plus ce qu'on appelle heuristic analysis ou audit expert, alors heuristic analysis, c'est plutôt le terme de la norme. Audit expert, c'est plus ce que nous, on va dire en tant qu'ergonome. Mais pour fixer les choses, tout bêtement, c'est juste un audit qui est fait par des personnes formées ou des ergonomes sur l'interface utilisateur actuelle du dispositif médical. Donc c'est vraiment une méthodologie qui va se réaliser sans utilisateurs finaux, donc très souple, parce qu'on peut la faire à n'importe quel moment. Et là, on va vraiment challenger l'interface utilisateur actuelle au regard des risques, au regard des tâches critiques, au regard des scénarios d'usage. Et l'objectif est de voir si on a des problèmes d'ergonomie qui sont possibles et qui vont finalement, alors soit engendrer des risques, soit favoriser des risques, soit juste gêner l'utilisateur, mais l'objectif c'est de les détecter et de concevoir des recommandations d'évolution afin de toujours réduire cet écart. Donc ça, on peut le faire dès les premières étapes de conception, même si forcément c'est plus facile dès qu'on a quelque chose d'un peu plus mature. Mais c'est une méthodologie très souple qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement dans le projet. Donc c'est facile et rapide à mettre en œuvre. On peut couvrir l'ensemble des cycles de vie du produit. On peut très bien évaluer du packaging avec l'étiquetage, pouvoir savoir si c'est clair au niveau de l'identification des températures de transport par exemple, etc. On peut déjà être pertinent sur ces cycles de vie-là. C'est une méthode qui est assez puissante pour détecter les problèmes d'ergonomie parce qu'on va passer par plusieurs filtres. On va regarder d'un point de vue scénario d'usage, on va regarder d'un point de vue risque, on va regarder d'un point de vue critères d'ergonomie, on va dire bibliographique finalement. Et du coup, on a plusieurs méthodes de croisement, de lecture, etc. Et ce qui fait qu'on est assez complet et ça permet vraiment de passer au crible l'interface utilisateur. Par contre, il est nécessaire d'avoir une bonne description de l'activité des utilisateurs finaux si vous ne voulez pas passer à côté de problèmes majeurs et faire finalement de l'ergonomie de surface, c'est-à-dire détecter des problèmes d'alignement, des problèmes de contraste et finalement passer à côté des principaux risques qui sont un inversement de courbe, une erreur d'interprétation qui serait beaucoup plus grave d'un point de vue action utilisateur. Alors comment ça se passe ? Tout simplement, on regroupe les ressources nécessaires. Alors, ça paraît très bête, mais forcément, sans prototype, on ne fait pas d'audit. On prend les personnels, les scénarios d'usage et l'analyse des risques d'usage. Alors, ça paraît tout bête de dire ça, mais souvent, on nous dit oui, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément documentées, donc parfois, on est obligé de les documenter. Donc, c'est important de les avoir pour faire ce genre d'évaluation. On constitue un groupe d'experts, donc plus ou moins 3 ergonomes, entre guillemets, et on se réunit et puis on fait une réunion de lancement, sachant que dans ces 3 ergonomes, il y a toujours un leader de l'inspection, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 participants et un qui valide. Et en fait, les 3 ergonomes vont faire leur inspection de manière individuelle. Alors ça, c'est important parce qu'on va tous pas avoir le même filtre, on ne va pas regarder les mêmes choses, et c'est important de ne pas s'influencer, pas se biaiser, et dans un premier temps, de faire cet audit individuellement. Après ça, on va faire une réunion de discussion et de confrontation entre nous, afin de savoir est-ce qu'on a détecté les mêmes problèmes, est-ce qu'on a détecté des problèmes différents les uns les autres, est-ce qu'on les a cotés autrement, les recommandations qu'on propose, quelles sont les meilleures, etc. etc. Et on débat de tout ça et on écrit un rapport final d'audit. Alors nous, quand est-ce qu'on utilise cette méthode ? On l'utilise souvent exclusivement en évaluation formative, alors très tôt dans la conception, en complément d'une autre méthode, comme on ferait avec la FMEA. Par exemple, si je prends le cas d'un test utilisateur, parfois ça nous arrive de faire une audit avant, afin de vraiment avoir
un prototype le plus abouti possible pour être certain de capter vraiment des choses de haut niveau en test utilisateur et pas être bloqué à de l'ergonomie de surface, par exemple. Ou on peut l'avoir comme unique méthode sur un produit peu complexe ou peu risqué, et surtout dans le numérique, où c'est très adapté de mettre en place ce genre de méthodologie. Alors pour finir, la méthodologie des tests utilisateurs que vous connaissez sûrement, qui est la plus répandue, qui est appelée aussi essai d'aptitude de l'utilisation dans la norme. Donc là, on va plutôt mettre en situation un utilisateur final du dispositif dans des conditions d'utilisation. Vraiment, on va lui faire jouer les scénarios d'utilisation du produit. On ne va pas le mettre devant et lui demander qu'est-ce que vous en pensez du produit, c'est bien ou pas. Non, on le fait jouer avec, on lui fait réaliser les tâches qu'il aura à réaliser avec le produit. Et on va vraiment avoir des données qualitatives et quantitatives permettant d'avoir des retours les plus objectifs possibles sur la qualité globale du dispositif et son expérience utilisateur, donc autant sa gestion des risques que sa convivialité, que la satisfaction des personnes, etc., etc. On va pouvoir le faire dès qu'on peut, dès qu'on a un prototype, même si c'est forcément plus facile pour un utilisateur final et encore plus des professionnels de santé d'avoir quelque chose le plus abouti possible, parce que forcément quand il y a de la dynamique, quand on peut jouer un petit peu avec, on est moins obligé de se projeter et c'est plus facile de simuler et de penser juste à l'activité et d'avoir des données plus objectives possibles. Alors recrutement d'utilisateurs, forcément oui, sinon c'est difficile. Même si normativement ce n'est pas obligatoire lors de l'évaluation formative, c'est ce que je vous disais au départ, vous pouvez très bien prendre des personnes qui ne sont pas vos utilisateurs finaux, mais il y a un gros risque de tirer des conclusions qui ne vont pas refléter finalement la réalité du terrain. Un problème d'une personne qui est de votre équipe qui va évaluer le produit sera peut-être pas un problème pour un professionnel de santé, et au contraire, parce que peut-être que les produits similaires ou les produits qu'il utilise dans son environnement de travail fonctionnent de la même manière, et que du coup, si on fait autrement, ça sera un problème. Et du coup, on peut être amené à faire des erreurs d'interprétation et d'évolution de produit, tout bêtement. Les bénéfices et limites, c'est que déjà c'est une méthodologie qui est la plus efficace pour évaluer d'une manière objective le produit, parce que forcément on a nos utilisateurs finaux et en plus on va vraiment les faire jouer avec le produit, donc on va vraiment avoir un gros retour sur l'expérience utilisateur au sens large du produit et sur sa capacité à maîtriser des risques d'usage. Par contre, c'est l'une des méthodologies la plus difficile à mettre en place, alors que ce soit d'un point de vue préparation, d'un point de vue recrutement des utilisateurs finaux, et parfois d'un point de vue difficulté de simulation, si des produits sont vraiment difficiles à simuler en test utilisateur. Les différentes étapes, donc on va identifier les groupes d'utilisateurs et on va définir les groupes. Alors ça c'est assez important, parce que c'est une notion qui est assez particulière. D'un point de vue normatif et pour évaluer votre produit, vous allez devoir consulter les groupes utilisateurs. Groupe ne veut pas dire métier. Groupe veut dire c'est des personnes qui peuvent avoir un background commun, qui vont utiliser le produit et les mêmes fonctionnalités dans un même contexte d'utilisation. C'est comme ça que vous allez constituer vos groupes. Dans certains dispositifs, le médecin et l'infirmière peuvent faire partie d'un même groupe. Dans d'autres dispositifs, notamment pour fixer les choses des dispositifs chirurgicaux, le chirurgien et par exemple l'infirmière ne font pas partie du même groupe, parce que l'infirmière va préparer le dispositif et le chirurgien va l'utiliser en implantation. Du coup, ils n'utilisent pas les mêmes parties, voire pas les mêmes fonctionnalités, donc là la question ne se pose pas. Donc là, vous allez définir vos groupes et vous allez recruter les participants. Vous allez devoir définir aussi le nombre de participants que vous allez recruter, donc ça dépend si vous êtes en évaluation formative ou sommative. Si vous êtes en formative, ça va être 5 à 8 utilisateurs par groupe d'utilisateurs. Si vous êtes en sommative, ça va être 15 à 25 par groupe d'utilisateurs. Après, à vous de bien définir et de bien mettre la jauge du nombre. Mais ça, on pourra en discuter dans d'autres sujets. Vous allez rédiger et valider un protocole. Alors ça, je vous le conseille. Nous, on le fait forcément parce qu'on est des consultants externes et on le fait vis-à-vis de nos clients. Mais faites-le aussi si vous travaillez en interne. C'est toujours bien de partager comment vous allez évaluer le produit et de partager les règles du jeu et que tout le monde soit d'accord. Pour pas qu'il y ait de discussion une fois qu'il y a les résultats, que les résultats tombent à la fin et que tout le monde soit d'accord sur comment on va évaluer le produit. Vous allez forcément réaliser les sessions de test, sinon c'est un peu compliqué. Et vous allez analyser les résultats et vous allez rédiger toujours un rapport de résultats qui va reprendre tous les éléments de résultats et les différentes étapes d'évaluation que vous avez
mener. Donc nous, comment on l'utilise? Donc surtout beaucoup en formative et forcément beaucoup en sommative. En formative, dans toutes les étapes de conception, parfois on peut en mettre une ou plusieurs, ça dépend de la maturité et de la complexité du produit. Mais comme j'ai dit avant, voilà, on peut avoir d'autres méthodes qui arrivent avant, FMEA ou des experts, en complément de ça, rien que pour évaluer les autres cycles de vie, parce que forcément, test utilisateur, vous allez souvent évaluer uniquement les cycles de vie d'utilisation principale du produit, et tout ce qui est transport, stockage à l'hôpital, etc. Il va falloir mettre en place d'autres méthodologies pour avoir des retours dessus. Et en évaluation sommative, forcément, on l'utilise pour valider statistiquement la maîtrise des risques d'usage qui ont été identifiés, afin de tirer les conclusions dans le rapport d'aptitude à l'utilisation. Comment ça se passait avant le Covid? En fait, forcément, les tests utilisateurs, on les faisait alors soit en labo chez nous, sur notre plateau technique, soit à l'hôpital quand on devait se déplacer, et alors soit sous mannequin ou expérimentation animale, même si on n'aime pas trop ça. Et forcément, avec le Covid, on a dû stopper les évaluations quand on a été confiné la première fois. Donc on a un peu modifié quelques manières de faire d'un point de vue évaluation. Quand on pouvait le faire, on a commencé à faire des passations de certains types de dispositifs à distance. Alors de deux manières, soit c'est des dispositifs plus numériques et logiciels qu'on peut très bien faire en évaluation à distance, parce qu'on peut partager l'écran, on peut envoyer un prototype à installer avant, on peut faire télécharger quelque chose sur une tablette et on peut enregistrer la séance et la guider à distance. On peut aussi, pour des petits produits, petits dispositifs médicaux, on va dire consommables, les envoyer aux testeurs, faire un unboxing pendant le test utilisateur, les faire utiliser et nous faire envoyer le produit. Donc ça, on a pu continuer les évaluations de cette manière-là. Et forcément, une fois le confinement terminé, on a dû mettre en place des protocoles sanitaires renforcés pour réaliser ce type d'évaluation. Pour finir, on peut illustrer quelques exemples de processus d'évaluation avec les méthodologies qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors c'est pour juste fixer les choses. Vous pouvez mettre en place plein d'autres méthodologies, mais c'est juste pour illustrer sur un même process produit comment on peut les articuler en fonction de la complexité et des étapes de conception du produit. Alors si on prend un produit plutôt simple et peu risqué, on peut avoir une FMEA en évaluation formative qui va balayer tous les cycles de vie du produit. Et juste passer la partie utilisation par l'utilisateur principal, qui souvent contient le plus de risques liés à l'utilisation plus graves et les plus fréquents. Et finalement, suivre en post-production l'utilisation du produit à coup d'entretien, de questionnaire, qui vont nous permettre d'avoir un maximum de data une fois le produit sur le marché. Et après ça, comme on disait depuis le début de la séance, vous pouvez refaire une FMEA en post-production pour reboucler un peu les choses et savoir est-ce qu'une fois sur le marché, on est toujours bon, est-ce que les résultats sont toujours dans les clous, est-ce qu'il y a des nouveaux risques, est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau du produit, et c'est là où vous allez reboucler au niveau de votre process. Alors soit finalement, je n'ai pas de nouveaux risques et pas de choses à modifier, et finalement on va reboucler en post-production. Alors, pas forcément directement, peut-être que vous allez devoir modifier vos supports d'entretien de questionnaire, mais l'objectif c'est que finalement on ne sort pas de ce process-là et finalement on reboucle, les résultats sont dans les clous, on a peut-être un ou deux nouveaux risques qu'on a identifiés mais finalement on les maîtrise bien et finalement on met à jour les supports et on continue notre chemin. Et si finalement les résultats sont pas bons et nous poussent à faire des modifications majeures de l'interface, on va sortir du cadre et on va devoir finalement rebasculer sur un process complet et retourner en évaluation formative si on fait des modifications majeures de l'interface utilisateur du produit. Imaginons qu'on a un produit un peu plus complexe ou plus innovant. On pourrait mettre en place des phases de test utilisateur supplémentaires lors de l'étape formative afin de mieux challenger le produit. Alors, ce que j'ai dit avant en disant qu'on pourrait faire une FMEA pour des produits plus complexes, alors il y aura toujours le double discours d'un point de vue normatif et aussi expérience utilisateur. Nous, on préconise toujours forcément de faire des tests utilisateurs à toutes les étapes, parce que, mis à part la post-production, parce que forcément, c'est ce que vous allez avoir des résultats les plus objectifs possibles. Et il y a le niveau gestion des risques et il y a le niveau
expérience utilisateur au sens large, où voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais ça, je pense qu'on aura des présentations spécifiques sur le sujet. Du coup, vous pouvez, si besoin, mettre en place cette phase de test. Vous pouvez aussi mettre en place une heuristic analysis juste avant, si votre produit est complexe, il y a beaucoup d'éléments, si vous n'êtes pas certain qu'il soit assez mature pour aller dans les mains des utilisateurs, si vous avez besoin qu'il soit plus mature et plus qualitatif pour pas qu'il y ait d'effets déceptifs ou même vous garantir l'expérience de marque, ça peut être bien de baliser un peu les choses avant d'aller voir les utilisateurs finaux. On peut imaginer aussi en post-production mettre en place des phases d'observation en complément de tout ce qui est entretien et questionnaire, par exemple, parce que forcément, vous avez le niveau déclaratif des entretiens et questionnaires, vous avez le niveau d'observation. Quand quelqu'un finalement vous raconte tout ce qu'il fait, il ne pense pas à tout vous dire. Et c'est un peu l'objectif des observations. Quand vous allez aller sur le terrain, que vous allez observer des choses, forcément vous allez capter de l'information qui va être différenciante ou qui va vous permettre de détecter des choses que vous n'aurez jamais détectées en entretien et questionnaire. Donc en conclusion, quels enseignements on peut tirer de l'évaluation des dispositifs médicaux? Donc déjà, c'est qu'il existe une multitude de méthodologies que vous pouvez mettre en place dans un même process d'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation et que ces méthodologies peuvent être complémentaires, pas forcément exclusives dans un processus global. Cette évaluation ne s'arrête pas au marquage CE, mais continue pendant toute la vie du dispositif avec le suivi post-production. Et il est souvent nécessaire de combiner ces méthodologies afin de couvrir l'ensemble des scénarios des risques et des cycles de vie. Ce webinaire est maintenant terminé. Nous avons abordé aujourd'hui la thématique de l'évaluation des dispositifs médicaux. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire User Garden.